j'ai 32 ans, je suis camerounaise. En ce moment, je vis entre la France et le Cameroun. Je suis partie du Cameroun il y a 13 ans aujourd'hui, donc ça fait quand même très longtemps. J'ai fait des études d'économie du développement. Et d'ailleurs, j'ai commencé en début de carrière à travailler dans le développement. Donc, j'ai travaillé dans le microcrédit en Afrique centrale, en région rurale, en Afrique de l'Ouest, pardon, donc Burkina Faso et Bénin. J'ai ensuite travaillé dans le financement de l'agriculture à Madagascar. Et puis, j'ai eu quelques contraintes et donc je suis retournée en France et j'y ai travaillé dans différents domaines, dans la recherche, dans la gestion d'actifs, mais aussi pour l'administration centrale, avant maintenant de travailler dans le secteur bancaire sur des sujets de financement toujours de l'économie. En tout cas, le fil rouge de mon expérience professionnelle et de ma carrière, c'est vraiment le financement de l'économie, que ce soit par le microcrédit, par les fonds européens, par les fonds privés, par l'administration centrale ou par le secteur bancaire. Et il y a 2 ans, je me suis vraiment posé la question de savoir qu'est-ce que je faisais plus précisément et plus concrètement pour les pays en développement. D'abord, dont moi je suis originaire, mais aussi pour lesquels j'avais fait des études, parce que ça m'avait beaucoup marqué, la question qui m'avait beaucoup marqué dans mon enfance, c'était comment est-ce qu'on lutte contre la pauvreté. C'est vraiment une question qui me marquait depuis ma plus tendre enfance. Qu'est-ce que je faisais pour ces pays-là où j'avais commencé en fait à travailler et dont je m'étais un peu éloignée. Et la réponse était pas grand-chose. Donc, il y a quand même une réponse qui chagrine. Et je me suis dit, ok, il faut que je trouve un moyen de faire quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai un très bon ami à moi qui me téléphone et qui avait un projet entrepreneurial et qui voulait quelqu'un qui allait pouvoir investir dans son projet. Et ce n'était pas la première fois que j'avais un projet comme ça qui se présentait. C'était déjà arrivé, mais je n'avais pas spécialement fait attention à l'époque. Et il arrive à ce moment-là où j'ai ces interrogations-là et je me dis, ok, je vais prendre mon bâton de pèlerine et ce que je vais faire, c'est que je vais aller rencontrer plein d'acteurs de l'innovation de plusieurs pays du continent africain. Donc, j'ai commencé évidemment par le Cameroun, mais j'ai aussi regardé au Congo, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Sénégal. J'ai même aussi eu des réponses du Mali. Et là, je fais 2 constats. Le premier constat que je fais, c'est plutôt un constat qui met de bonne humeur et qui donne de l'espoir. C'est qu'il existe plein de projets engagés et innovants qui naissent tous les jours. Là, si je descends avec vous dans la rue, et même vous dans votre quartier ou dans votre quotidien, je suis sûre que vous en connaissez des jeunes et même des moins jeunes qui ont des projets sur le papier, dans leur tête, parfois même qu'ils ont débuté. Et donc ça montre vraiment une population, une jeunesse qui est vibrante et qui a envie de changer les choses. Mais la difficulté, c'est que, et ça on s'en rend compte quand on discute avec des acteurs qui ne sont pas forcément les entrepreneurs, mais qui vont être les pouvoirs publics ou les incubateurs, c'est que quand on revient 5 ans plus tard, 90% de ces projets sont morts. Et par exemple, le 90%, c'est vraiment un chiffre que vous allez par exemple avoir à l'agence des PME. Au Cameroun, le taux d'échec à 5 ans, il est de 90%. Et pourquoi est-ce qu'il est de 90%? C'est notamment parce que ces jeunes-là, ces personnes-là vont exercer plusieurs petits boulots au quotidien pour survivre. Et vous pouvez avoir tous les efforts que vous voulez, toutes les politiques que vous voulez. Ça va être très difficile que leurs projets et que leurs innovations voient le jour dans ces conditions-là. Et donc, c'est de ce constat-là que moi, je trouve qu'il est assez alarmant que par le projet Opozola et que par ma démarche. Oui, très clair. Donc, effectivement, je parlais de ce constat-là. Et donc, du coup, il a fallu se poser la question, OK, il y a peut-être ces différentes problématiques-là. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à la question? Et justement, quand vous allez en Afrique centrale, il y a déjà pas mal d'initiatives, en Afrique de l'Ouest, pardon, il y a déjà pas mal d'initiatives qui existent, il y a déjà pas mal, l'écosystème commence à bien s'organiser et il y a pas mal d'investisseurs qui sont aussi
galvanisée et pressée d'aller en Afrique de l'Ouest. Et quand j'ai commencé à designer Ukuzona, je n'avais pas forcément tout de suite un pays dans lequel je voulais aller. Oui, bien sûr, je voulais aller au Cameroun, mais aussi quand on discute avec plusieurs personnes à l'étranger, parfois on vous dit, en fait, quand tu veux retourner en Afrique, choisis un pays, pas forcément le tien, choisis peut-être le pays qui va être le plus facile, où tu vas avoir le plus d'opportunités et ensuite tu pourras essaimer dans le reste de la sous-région plus tard. Et donc du coup, au début, j'avais 3 pays, donc 2 en Afrique de l'Ouest et un en Afrique centrale qui était le Cameroun, où d'abord moi j'ai grandi, où aussi j'ai pas mal de réseaux, où j'ai rencontré des acteurs qui étaient intéressés par ma démarche, par mon projet. Et je me suis dit, ok, en fait, peut-être que on n'a pas assez vu le côté vibrant et bouillonnant de l'Afrique centrale, et plutôt que d'aller encore peut-être ajouter une opportunité en Afrique de l'Ouest où il y a déjà pas mal d'investisseurs et de personnes et d'institutions qui viennent, ça peut être plutôt intéressant de venir en Afrique centrale aussi, de débuter quelque chose, de montrer que les choses sont possibles, de montrer ce qui est possible de faire et de pouvoir ensuite comme ça attirer d'autres personnes qui pourront venir aussi ici en Afrique centrale, en commençant par le Cameroun, pour aussi créer des opportunités pour les populations. Quand on rencontre en fait les différents acteurs de l'innovation, il y a plusieurs problématiques qu'on rencontre les entrepreneurs. Il y a les problématiques administratives, les problématiques de financement, les problématiques de supply chain, les problématiques d'accompagnement. Mais ce qu'on va se rendre compte, c'est que, si vous voulez, pour plusieurs de ces problématiques, il y a des solutions qui sont mises en place, qui ont été mises en place ou par les autorités ou par d'autres acteurs. Par exemple, sur les problématiques de financement, il y a, même si on peut toujours étayer le sujet, il y a quand même différents types d'acteurs pour différents types de tailles de prêts. Il y a des garanties qui peuvent être mises en place par les gouvernements. Il y a des incubateurs qui existent sur le marché, que ce soit à Yaoundé, à Douala ou dans d'autres grandes villes. Il y a aussi des politiques publiques qui sont mises en place avec les moyens qu'ils peuvent évidemment et qui essaient d'apporter un concours aux entrepreneurs ici localement. Et du coup, quand on regardait un peu la chaîne de valeur de l'innovation, on se rendait compte que, ok, il y a des problématiques, mais ces différentes problématiques-là étaient quand même plutôt prises en compte par des acteurs ou publics ou internationaux ou privés. Et il restait un trou dans la raquette. Ce trou dans la raquette, là, c'était cette question de la précarité là, qui faisait qu'il y a des incubateurs qui m'expliquaient que, ok, même quand les programmes d'accompagnement étaient offerts gratuitement ou étaient proposés gratuitement ou à très bas coût aux entrepreneurs et aux entrepreneuses, eh bien certaines ne pouvaient pas venir parce qu'ils n'avaient pas eu l'argent de taxi ou ne pouvaient pas, ou même s'ils venaient, ils ne pouvaient pas manger 3 repas par jour et donc passer la journée à l'incubateur affamé, ou pouvaient rencontrer telle ou telle difficulté dans la vie familiale, un oncle, un père, une sœur malade, et du coup devaient manquer l'incubateur et aller chercher l'argent à côté pour régler cette problématique familiale-là. Donc, malgré tout ce qu'on pouvait mettre en place, il y avait toujours cette problématique-là de la précarité financière qui empêchait nos entrepreneurs, entrepreneuses de se consacrer à 100% à leurs innovations. Et pourquoi est-ce que moi, ça m'a marqué? C'est parce que justement, en ayant été en dehors du Cameroun, en France notamment, on se rend compte que là-bas, les personnes ont vraiment la possibilité de se consacrer à leurs innovations, à leurs solutions. Il y a un dispositif qui existe où vous pouvez démissionner d'une certaine manière et vous allez être payé pendant 2 ans à construire le projet que vous avez envie de construire. Et du coup, dans ces conditions-là, comment est-ce que vous ne voulez pas que leurs innovations déjà puissent arriver au bout et ensuite que leurs innovations viennent inonder nos marchés et parfois répondre à des problématiques dont nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous saisir. Et ce qui m'a aussi le plus marqué, c'est que nous, ici en Afrique, on va être les premières victimes de tout ce qui va être réchauffement climatique et conséquences des transitions en cours. Et nous allons être les moins à même
de pouvoir nous en saisir. D'abord, premièrement, parce que nous ne sommes pas en capacité de produire et de faire grandir des innovations pour pouvoir faire face à cette problématique-là. Et du coup, on a cette espèce de condamnation-là à devoir toujours attendre des solutions et des sauveurs qui vont venir de l'étranger parce que ces personnes-là ont la possibilité de se consacrer à leurs problématiques. Oui, effectivement, donc plus qu'en tant que femme, je vais en parler en tant qu'économiste, mais aussi en tant qu'activiste des droits des femmes, parce que tout simplement, les femmes, c'est 51% au Cameroun, non seulement de la population, mais aussi des cerveaux, de la force de travail. Et du coup, premièrement, si on ne permet pas à 51% des forces vives d'être à son plein potentiel dans le marché du travail, dans le marché économique, en fait, on est en train de se priver de 51% des produits de ce travail-là. Et on est en train de se priver en fait d'une possibilité d'accélérer notre développement, d'accélérer notre croissance et d'accélérer notre bien-être. Donc, c'est d'abord juste un calcul mathématique, on va dire, pour un Cameroun plus prospère et plus durable que d'inclure la moitié de la population dans cette prospérité-là. La deuxième chose, c'est que les femmes, pas seulement au Cameroun, mais aussi ailleurs, sont sociabilisées pour le mieux-être commun. On les sociabilise pour prendre soin et donc on sait, même les études le montrent aujourd'hui, que compte tenu de cette sociabilisation différenciée qu'elles ont, quand on investit dans le potentiel des femmes, on investit aussi dans l'éducation, dans la santé et dans la meilleure alimentation de base. Et donc, en fait, c'est juste un calcul simple et efficace pour les générations futures que d'investir dans les personnes qui vont être les mères ou les sœurs parce qu'on sait qu'on va permettre comme ça de pouvoir investir dans le bien-être, dans le mieux-être de la population. Donc, investir dans les femmes, c'est vraiment investir non seulement dans la croissance, mais aussi dans une croissance qui va être inclusive et qui va être durable. Et enfin, en tant qu'activiste, c'est juste une question de bon sens pour moi. Il n'est pas normal qu'une partie de la population soit ostracisée, mise de côté, manque de ressources, manque d'opportunités. Et c'est juste une question d'humanisme, en lien même avec nos valeurs, en fait, qui sont des valeurs aussi qui prennent en compte tous les individus et le bien-être des individus dans une société, de veiller aujourd'hui à ce que les femmes puissent être à leur plein potentiel, elles aussi, dans la société. Moi, j'ai eu cette possibilité-là de par mon éducation et de par ce que mes parents pensaient et avaient, de me permettre de pouvoir me développer et de mettre sur pied des rêves, d'aller les poursuivre. Et je pense que c'est une possibilité, c'est un rêve pour toutes les personnes de pouvoir atteindre cette manière-là de vivre. Alors, c'est vrai que là, je vais faire une réponse en deux temps parce qu'effectivement, il y a des problématiques de genre global, mais il peut aussi y avoir des problématiques de classe qui peuvent venir atténuer certaines problématiques de genre. Si on prend de manière générale les difficultés que les femmes vont rencontrer au quotidien, déjà on va partir à la base, on prend la motivation même dans les cercles personnels, dans les cercles familiaux, dans les cercles amicaux. Parfois, on va plus les décourager, on va plus se moquer, on va moins croire en elles. Et donc ça peut déjà être un poids au moment où on se lance, même si on a plein de mots qu'on nous envoie, soit c'est le mari, soit c'est les parents, soit c'est la famille. Ça décourage un peu plus les femmes dans un premier temps. La deuxième problématique aussi, c'est que les femmes elles vont avoir moins de rôle modèle. Par exemple, si vous prenez le cas du Cameroun, vous avez tous les chefs d'entreprise, il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise hommes, beaucoup de ministres hommes, beaucoup de DG hommes. Et donc, c'est difficile en fait, quand on se construit et qu'on se cherche des rôles modèles, d'aller trouver en fait des femmes leaders. On n'a pas autant d'exemples que ça, on en a beaucoup plus. Alors moi, j'ai la chance d'en avoir beaucoup plus aujourd'hui que peut-être ma mère à son époque. Mais on en a quand même beaucoup moins que les hommes peuvent en avoir. Ça, c'est déjà les deux premières difficultés au moment même où on se lance qui peuvent venir entamer votre mental.
Maintenant, si on prend par exemple les femmes dans le couple, alors il y a cette fameuse phrase qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Alors moi, je me pose la question parfois de savoir il y a qui derrière une grande femme. Et parfois, malheureusement, il n'y a pas grand monde, il n'y a personne. Et donc, il y a cette vraie problématique là d'avoir des hommes qui sont aussi soutenants, parce que les droits des femmes, ça doit aussi vraiment être avec des hommes alliés. Et c'est pas toujours évident en fait d'avoir des hommes alliés dans son entourage quand on a de l'ambition, et d'avoir par exemple un époux qui va nous pousser aussi et qui va nous encourager et qui ne va pas se sentir menacé ou quoi parce qu'on est en train d'essayer de monter une industrie ou de monter une entreprise. Donc ça, c'est vraiment les 3 problématiques qui viennent entamer la motivation de la femme déjà au moment où elle se lance. Ensuite, une fois qu'elle se lance, il y a vraiment ces sujets-là d'avoir accès parfois à l'information. Donc, on parlait d'abord des rôles modèles, mais il y a aussi ces questions de réseau. Par exemple, les hommes vont avoir plein de réseaux d'entrepreneurs et comme ils sont beaucoup investis dans les affaires, c'est plus facile. Par exemple, vous, en tant qu'homme, si vous allez voir votre ami, probablement qu'il aura plein de contacts à vous donner parce que les hommes sont dans les affaires. Par exemple, dans le cas du Cameroun, les hommes, c'est 90% du secteur formel. Donc, c'est énorme. Donc, déjà en termes de réseautage, alors que les femmes vont avoir un peu moins de capacité de réseautage. Et donc, il y a un moindre accès à l'information qu'elles vont avoir quand elles se lancent dans un secteur. Ce qui peut vous expliquer aussi les secteurs différenciés dans lesquels elles vont se lancer. Par exemple, les hommes vont se lancer dans des secteurs un peu plus rémunérateurs parce qu'ils sont déjà plus introduits dedans, ils peuvent se donner des contacts alors que les femmes ne peuvent pas se donner ces mêmes contacts-là. Donc, il y a un problème d'accès à l'information, même de trouver où est tel ou tel incubateur, où est telle ou telle formation. Ça, elles vont avoir moins accès. Mais elles vont aussi avoir moins accès à l'information parce qu'aujourd'hui, l'information, elle est digitale. Et si vous prenez par exemple le cas du Cameroun sur Facebook, connectés sur Facebook, les hommes, c'est le double que les femmes sur Facebook, par exemple. Tout simplement parce qu'ils ont plus l'argent de payer les mégas et ce genre de choses. Et tout ça, en fait, ça a un effet sur l'accès à l'information. Et par exemple, si nous, on prend le cas de Pouzola, si vous envoyez une news sur les réseaux sociaux et quand vous regardez les statistiques, vous avez 2 fois plus d'hommes qui ont eu accès parce que tout simplement, c'est eux qui ont les plus de moyens de payer Internet. Ensuite, une fois qu'on quitte ce sujet-là de la motivation, de l'accès à l'information, de l'accès même à la formation, et ensuite le sujet du capital de départ. Et donc, vous voyez où je vais en venir. Si les hommes font partie de 90% du secteur économique, eux, c'est plus facile pour eux en fait de pouvoir se constituer un petit capital de départ, même au moment de se lancer. Alors que les femmes, elles ne travaillent pas toujours. Il y a de la discrimination sur le monde du travail, il y a des salaires qui sont différenciés, elles ont moins accès aux promotions. Donc souvent, elles ont aussi un moindre capital au moment de se lancer. Et puis, une fois qu'on a quitté ce moindre capital-là et qu'on peut même partir regarder dans les secteurs financiers, déjà, moindre capital, moindre revenu, ça veut dire qu'elles peuvent aller moins prêter de l'argent. Et parfois même, elles ne peuvent pas du tout prêter parce qu'elles peuvent moins avoir accès à certaines garanties. Parce que les garanties, c'est ça aussi, il faut des biens physiques. Les hommes, on les incite à épargner dans des biens physiques, c'est-à-dire une maison, une voiture, une moto. Les femmes, on les incite à épargner dans des choses un peu plus légères. Or, aucune banque ne va prendre en garantie vos combos. Vous pouvez mettre toutes vos épargnes possibles dans des combos, dans vos chaussures et dans vos bijoux. Il n'y a personne qui prend ça en garantie. Et donc, il y a aussi un vrai sujet, même dans l'éducation, à l'épargne des filles et des garçons qui vient ensuite handicaper les femmes à l'âge adulte parce qu'en fait, elles ne vont pas avoir de garantie, des choses à mettre en garantie. Le dernier sujet, c'est vraiment ces sujets-là de secteur dont je parlais déjà qui vont faire que elles vont aller dans des secteurs moins rémunérateurs. Et si je reviens sur le sujet de l'épargne, du coup, elles peuvent moins épargner, elles peuvent moins avoir d'argent pour recruter. Donc, souvent dans des business où il y a moins d'employés que des business des hommes, mais aussi elles peuvent moins s'expandre. Donc, moins de filiales, moins de clients au final. Et en fait, en conclusion, moins de bénéfices. Et toujours,
cette inégalité financière-là. Donc, si je devais brosser un peu de manière globale les difficultés que peuvent rencontrer les femmes, c'est celle-là. Et bien sûr, je vous ai passé toutes les problématiques que vous devez connaître, qui sont le harcèlement sexuel ou moral, quand on va chercher de l'argent, quand on va chercher des partenaires. Et donc, du coup, il faut vraiment quand même être assez forte dans sa tête pour dire non, moi je ne suis pas venue pour ça. Donc ça, c'est évidemment des choses qui existent et dont certaines femmes se plaignent, y compris dans la sous-région. Et ensuite, évidemment, il y a des parcours aussi différenciés et qui montrent qu'il y a des choses qui sont encore à faire et que ce n'est pas normal. Par exemple, si on vient d'une famille un peu plus posée financièrement, on va un peu moins rencontrer ces difficultés-là. On va pouvoir plus s'appuyer sur le réseau peut-être de sa famille ou des amis de sa famille. On va pouvoir plus s'appuyer sur soit son propre réseau professionnel si on a pu travailler avant. Et on peut essayer de comprimer de cette manière-là, cette difficulté-là de manière générale. Mais en fait, c'est vrai que ce n'est pas normal que dès lors qu'on a enfin, c'est pas normal que la naissance en fait conditionne autant les vies et qu'en fait on puisse juste échapper aux mailles du filet par un droit de naissance. Oui, effectivement. Donc, je vous ai parlé des deux constats que nous avons faits. Notamment ce constat sur la précarité qui empêche nos innovations, et notamment nos innovations sociales et environnementales de survivre une fois qu'elles ont vu le jour. Et ok, je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour prendre en charge cette question de la précarité-là. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée donc, du co-living solidaire. Donc le co-living, c'est un concept qui vient des États-Unis. C'est un lieu où on vit. Donc c'est un logement avec service. On y vit et on y a des services, par exemple de restauration, parfois de transport, on peut avoir internet et selon les co-living, on peut avoir des services différenciés. Et je me suis dit, ben voilà, ça peut être vraiment la solution idéale pour cette problématique-là. On va leur proposer un logement avec service, donc un co-living, mais qui sera solidaire parce qu'ils ne vont pas le payer. Normalement, un co-living, vous le payez. Ou en tout cas, qu'ils ne vont pas payer en monnaie sonnante et trébuchante. Et on va leur donner aussi une gratification mensuelle. Le but, c'est de les empêcher de faire tous ces petits boulots-là, d'être dans cette espèce de charge mentale financière qui les essore tous les jours et en fait qui vient les vider de l'essence qu'ils peuvent mettre dans des projets qui sont bénéfiques pour notre territoire. Et dans des projets qui vont non seulement être bénéfiques pour nos territoires parce qu'ils vont résoudre en fait des problématiques que nous rencontrons ici tous les jours, mais aussi dans des projets qui vont pouvoir inonder le monde entier, comme le monde nous inonde de leurs projets, et qui vont pouvoir faire sortir l'Afrique de la périphérique vers le centre, avec ses innovations, avec son ingéniosité et pourquoi pas en fait venir aussi à Ukuzola trouver une solution pour manger sans gluten. Pourquoi pas venir à Ukuzola trouver une solution pour démocratiser la protéine pour les ménages pauvres. Pourquoi pas venir trouver une solution pour venir à Ukuzola pour trouver une solution pour le transport en commun et réduire les embouteillages. Pourquoi pas venir ici pour trouver une solution pour se loger plus facilement dans nos pays. Oui, donc pourquoi pas venir à Ukuzola en fait justement pour trouver des solutions, pas que pour le Cameroun, pas que pour l'Afrique, mais aussi pour ailleurs dans le monde. Pourquoi est-ce que les autres ne peuvent pas aussi s'inspirer de nous pour résoudre leurs problèmes, comme nous avons pu nous inspirer d'eux pour résoudre les nôtres. Donc, ça a peut-être à notre tour d'être au centre de l'humanité et c'est comme ça que nous, à Ukuzola, on a trouvé le moyen de pouvoir faire sortir l'Afrique de la périphérique et de nous ramener vers le centre. Et donc, Ukuzola, c'est donc ce co-living solidaire-là qui offre logement, restauration et per diem, donc gratification mensuelle, mais c'est aussi des accompagnements en entrepreneuriat, en politique genre et en politique RSE pour des entreprises qui vont non seulement être pérennes
et rentables, mais aussi pour des entreprises qui vont être durables et qui vont répondre aux objectifs de développement durable que le Cameroun a signés, mais du coup qui vont nous permettre en fait d'avoir des entreprises qui nous permettent vraiment d'avoir non seulement un Cameroun qui est prospère, mais qui est aussi équitable et qui est durable pour tous et toutes. Alors effectivement, Ukuzola, ça a commencé par une vision personnelle dans une chambre. Et cette vision-là, je l'ai partagée avec plusieurs autres personnes en France, en dehors de la France, en Afrique, au Canada et au Cameroun. Et il y a plusieurs personnes qui ont dit « Oh oui, franchement, je trouve que ta vision est intéressante et j'ai envie de participer à ça. Et comment est-ce que je peux participer à ça et faire en sorte que ce soit plus juste une vision dans ton cerveau ou dans nos cerveaux, mais que ce soit un jour, un lieu qui puisse accueillir des jeunes. » Et pour pouvoir faire ça, nous, ce qu'on a fait, c'est donc une campagne de crowdfunding, donc une campagne de dons qu'on a ouvert au public, à différentes personnes qui pouvaient croire en ce que nous proposions. Et donc, ces personnes-là, effectivement, ont participé sur une plateforme. C'était fin 2022, début 2023. On a pu récolter des sous qui nous ont permis d'ouvrir ce premier lieu et qui nous permettent donc de dérouler le programme que nous sommes en train de dérouler là jusqu'en décembre. Et on fait vraiment appel à toute personne qui a envie de participer à Ukuzola de quelque manière que ce soit de manière financière, que ce soit en venant mentorer des jeunes, que ce soit en venant donner 1 heure de leur temps. Il y a plusieurs vraiment manières de participer qui sont possibles, donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Nous sommes toujours en cours de partenariat, toujours en cours de discussion pour continuer à faire grandir ce rêve. Alors, est-ce que je pense que le potentiel africain est valorisé? Je commencerai déjà par dire qu'il faut parfois faire attention. On a l'impression qu'on arrive et que les gens n'ont rien fait avant et que c'est nous qui arrivons et on va tout chambouler, on va tout révolutionner, alors que c'est pas tout à fait vrai. Même quand je vous ai présenté d'où Ukuzola vient, j'ai commencé par vous dire qu'il y a plein de problématiques qui sont déjà prises en compte et par les pouvoirs publics et par d'autres acteurs privés et par des acteurs internationaux. Et que moi, je suis venue me mettre dans le trou de la raquette. Ah oui, ok. Et que moi, je suis venue me mettre dans le trou de la raquette. Ça veut dire que, en fait, il y avait déjà une raquette. Il y avait déjà des gens qui ont tissé avant. Et donc, moi, je continue juste à venir tisser la toile. Et j'espère que derrière moi, d'autres viendront continuer de tisser. Le but, c'est que la toile soit totalement tissée et qu'il n'y ait plus de trous à l'avenir. Et c'est ça que je veux dire par là. C'est que, est-ce que je pense que le potentiel africain est valorisé? Il y a tellement de gens qui ont fait des choses avant nous. Je pense que nos parents ont fait des choses avant nous. Moi, je pense à mes 2 parents. Ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu dans leur parcours de vie. De là où ils sont partis, ça c'est à valoriser. Nos grands-parents ont fait des choses avant nous, ça c'est à valoriser. Est-ce que ça a eu un impact incroyable? Ça a eu l'impact que ça a pu avoir compte tenu où ils sont partis jusqu'à là où ils sont arrivés. Donc je pense que d'abord il faut qu'on rende hommage à ce que les acteurs et actrices avant nous ont fait. Ensuite maintenant il y a là où nous on arrive. Et justement on peut démarrer parce qu'il y a déjà quelque chose qui existe. Et c'est ça qu'on va, nous on se met dans ce lit-là et dans cette continuité-là pour d'abord s'inspirer de ce qui a été fait, pour ne pas faire de dogmatisme aussi. Certes, c'est nos aînés, certes on les respecte, mais voilà, il faut qu'on se mette aussi dans cette position-là, de pouvoir regarder avec honnêteté ce qui a été fait et de voir ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pas parce qu'ils n'étaient pas bons ou quoi, mais c'est juste que nous on a plus de recul. Donc, on peut adapter et maintenant venir dire qu'on vient valoriser dans la suite de ce qui a déjà été valorisé. Donc, c'est d'abord ce que je voulais dire. Maintenant, moi, ce que je peux constater, déjà du côté de la diaspora, il y a on parle beaucoup plus de repatriation. Aujourd'hui, tout le monde veut rentrer. Donc, c'est quand même bon signe.
Si tout le monde veut rentrer, c'est qu'il y a quand même un lieu où il faut rentrer. Parce qu'il y a 10 ans, j'avais l'impression que tout le monde voulait partir. Mais maintenant, tous ceux qui sont partis veulent rentrer. C'est donc qu'il y a un lieu où on a envie de rentrer. Et si on a un lieu où on a envie de rentrer, c'est que ça a été valorisé. Il y a des gens qui ont valorisé ça. Alors, je ne sais pas, peut-être nos aînés, peut-être des étrangers, mais ça veut dire que ça a été valorisé vu qu'on veut tous revenir. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Et ensuite, oui, on peut voir qu'il y a des régions qui attirent aujourd'hui des investisseurs et des partenaires. On pense toujours évidemment aux régions de l'Afrique anglophone. On pense aujourd'hui à l'Afrique de l'Ouest. On ne parlait pas autant il y a 10 ans du Sénégal et de la Côte d'Ivoire et du Bénin comme on en parle aujourd'hui. En Afrique centrale, regardez comment le Gabon est en train de dépoter. Donc oui, en fait, moi je pense que le potentiel de l'Afrique est valorisé. D'abord parce que plein de RIPAD veulent rentrer. Ensuite parce que un certain nombre d'investisseurs veulent venir dans certaines sous-régions. Aussi parce qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui mettent de l'énergie, y compris au Cameroun, pour que les choses bougent, que les choses changent, que les choses… Je ne dirais pas forcément que les choses bougent, mais que les choses continuent à avancer. Parce que voilà, c'est plus ça la terminologie, pour que les choses continuent à avancer. Et est-ce qu'il faut faire plus? Oui, parce qu'on a encore pas mal de chemin à faire. Et donc, il faut qu'on continue comme ça. Et donc, oui, là, je vais vraiment m'inscrire dans cette honnêteté dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, on aime notre région et notre pays. Et justement, il paraît que qui aime bien châtie bien. Donc, je vais m'inscrire dans ça et peut-être châtier, entre guillemets, un peu. C'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, ça va très, très, très vite. Que ce soit en termes de climat des affaires, que ce soit en termes de mindset, d'opportunités, ça peut aller très très vite. On peut vraiment arriver et tout de suite commencer à discuter avec des personnes et commencer à engranger des activités sans vraiment de lourdeur particulière. Et c'est vrai que nous ici, on a encore à travailler ce sujet-là, mais ça va venir. On est sur ces secteurs-là. Je pense que pouvoir public, acteurs internationaux et acteurs privés travaillent sur ces sujets-là tous les jours. Ce n'est pas du tout un secret que je suis en train de partager et c'est des problématiques qu'on connaît, c'est des problématiques qui sont discutées au quotidien et sur lesquelles les différents acteurs et actrices cherchent des solutions. Mais s'il fallait vraiment trouver une différence entre les deux écosystèmes, c'est celle-là que je trouverais, mais en termes de dynamisme, en termes de bouillonnement, en termes d'ingéniosité, on n'a pas à rougir, on est là, on construit, on produit et on peut continuer à aller de l'avant et à espérer. Et il est certain que nous aussi, on va réussir à proposer notre manière d'être et de façonner l'Afrique. Alors, si j'avais un mot à dire aux femmes, ce serait de vraiment croire en elles au maximum et surtout de s'entourer aussi des personnes qui croient en elles et en leurs projets. Et de continuer à chercher ces personnes parce que l'entourage, il est vraiment super important, quel que soit le rêve qu'on porte. Et parfois, un rêve, lui, on peut le porter seul, mais il peut être lourd parce qu'il est grand, parce qu'il est ambitieux. Et voilà, croire en elle et chercher les personnes, s'entourer de personnes positives qui vont croire en elle. Et si pour l'instant, il n'y a pas ces personnes positives là autour d'elle, qu'elle continue de chercher jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un endroit, un espace où elles peuvent être elles-mêmes et où elles peuvent s'épanouir, où elles vont pouvoir s'étendre et proposer leur génie à l'ensemble de notre communauté.